Carnet de voyage, le monde à portée de voix avec Jessica sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jessica. On se retrouve en ce vendredi 24 janvier pour une nouvelle émission Carnet de voyage. Alors vous l'aurez compris, cette émission vous permet de vous échapper le temps d'un instant avec moi, 45 minutes d'évasion. On visite par le biais des pensées, par le biais d'informations historiques, démographiques. Et aujourd'hui, on va traverser la Manche et on va se rendre à Londres. On fera un tour de cette ville incroyable, immense ville. On verra les points démographiques comme d'habitude. On parlera de son histoire. On verra les choses à visiter, les points essentiels à ne pas manquer. Et puis, on parlera de spécialités culinaires, on parlera d'habitudes de vie des Anglais, des Londoniens principalement. Et puis, on refera un petit point justement sur cette ville en Angleterre qui fait partie du Royaume-Uni. On redéfinira le Royaume-Uni puisque je m'aperçois que parfois, c'est pas vraiment clair pour certains ou certaines d'entre vous. Donc aujourd'hui, je vous propose de traverser la Manche et d'aller rendre visite à nos voisins au nord de la France. Comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien. Je vous laisse attraper de quoi noter pour préparer votre prochain voyage, votre prochain week-end pour se rendre à Londres. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Carnet de voyage, le monde à portée de voix avec Jessica sur Radio Grand Lac. Ça y est, c'est parti, on est ensemble pour 45 minutes d'émission et comme je vous l'annonçais juste avant, on part aujourd'hui à Londres. Alors Londres qui est la plus grande ville d'Angleterre et la capitale de l'Angleterre fait partie aussi du Royaume-Uni. Alors je me disais aussi qu'il était pas mal dans cette émission de refaire une petite piqûre de rappel ou bien d'apprendre pour certains et certaines d'entre vous la différence entre le Royaume-Uni, l'Angleterre. Parfois c'est assez confus, donc on s'attarde pas là-dessus. On se dit bon, de toute façon on sait à peu près où c'est, on sait de quoi on parle. Néanmoins, il est toujours intéressant que dans nos esprits, certains endroits dans le monde soient décrits et expliqués de façon claire. Alors l'Angleterre, le Royaume-Uni plutôt, est un pays qui se compose de 4 autres pays, on peut dire. Donc il y a la Grande-Bretagne. En fait, alors le Royaume-Uni se compose donc de la Grande-Bretagne. Il y a dans le Royaume-Uni l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. J'insiste bien sur l'Irlande du Nord uniquement. L'Irlande du Sud est indépendant du Royaume-Uni. Alors, ces 4 nations, si je puis dire, les 4 capitales des nations qui composent le Royaume-Uni. Donc, on a Londres, dont on va parler aujourd'hui, en Angleterre. On a l'Écosse avec comme capitale Édimbourg. On a le Pays de Galles avec pour capitale Cardiff. Et on a l'Irlande du Nord, comme je vous le disais, avec comme capitale Belfast. Alors, j'espère déjà que cette première info, cette première piqûre de rappel, vous apporte le fait d'y voir plus clair pour cette partie du monde. Le Royaume-Uni est un pays rassemblant 4 nations, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, et qui ont eux-mêmes 4 capitale. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est Londres. Londres est la plus grande ville d'Angleterre et du Royaume-Uni, c'est-à-dire même parmi les 4 autres nations qui composent le Royaume-Uni, Londres est la plus grande. Alors, Londres totalise 8,87 millions. Alors maintenant, ça doit être un peu plus puisque ces chiffres datent de 2022. 8,90 millions d'habitants et a une surface de 1572 km². Alors, tout le monde connaît Londres, tout le monde sait où la situer, on va dire, sur une carte, évidemment, puisqu'ils sont pas très loin de chez nous. On va revenir sur son histoire, les événements un peu phares qui se sont produits dans cette ville. On en connaît tous les grandes lignes. On va aller un peu plus loin pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Alors, l'origine de Londres remonte, on va dire, à l'époque romaine, et sa vraie histoire remonte à il y a 2000 ans.
Donc l'origine pré-romaine de Londres a un nom qui vient de Londinium et vraiment on a déjà cette première info. Il y a certaines infos où vous pourrez retrouver que il y a aussi des traces celtiques. Néanmoins, il n'y a aucune recherche qui a pu le démontrer et qui peut, on va dire, valider cela. Alors, les Romains ont donc alors, je ne vais pas dire bâti Londres, puisqu'à l'époque, elle n'était pas tout à fait comme celle-ci, comme on la connaît aujourd'hui. En tout cas, elle a une origine pré-romaine. Et puis, on va passer tout de suite à l'époque anglo-saxonne. Donc, Londres a été abandonnée, si je puis dire, pendant 150 ans à peu près. Et elle va avoir une position stratégique aux alentours de 600 et on va commencer à se dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Donc, on va être à cette époque, au cours du 9e siècle, on va avoir des attaques de vikings, on va avoir des prises d'assaut, des navires qui vont venir vouloir on va dire s'emparer de la ville. Une grande armée, il y a la grande armée danoise aussi qui s'en mêle et qui arrive en 871. Donc autant vous dire que c'est lointain, mais finalement pas tant que ça quand on peut comparer à d'autres histoires, d'autres villes ou d'autres endroits de la planète. Ensuite, on arrive un peu avant les années 1000 et on a les Danois qui vont, en fait, on va reprendre un peu les combats contre l'Angleterre. Londres repousse 2 fois les attaques et ensuite on a le roi du Danemark, qui va entreprendre la conquête du pays. Londres a d'abord résisté à cette attaque et puis au final ils se sont inclinés, si je puis dire, contre comme le reste en fait de l'Angleterre pour au final le laisser s'emparer de la ville. On a au final après tout un tas de batailles pour savoir qui va s'emparer de la ville, etc. Et à la fin de cette période, on a le roi Édouard le Confesseur, de son nom. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, sinon on n'aura absolument pas assez de 45 minutes. Mais on a vraiment cette personne qui va prendre une décision importante pour l'avenir et la suite de l'histoire de Londres. Il va faire reconstruire l'église monastique à Westminster et on va dire qu'il va être enterré là-bas. C'est un personnage important et ensuite tous ses successeurs vont faire la même chose. Londres, on va avoir 2 pôles importants. On verra après l'histoire un peu plus récente, mais on va ensuite rentrer dans différentes époques. L'époque normande et médiévale. On va avoir une époque aussi, on va dire, assez phare, qui s'appelle l'époque des Tudors, de 1485 à 1603, donc pendant un temps assez notable, si je puis dire. On va avoir des réformes, on va avoir des dissolutions de monastères, on va avoir tout un tas d'événements qui vont aussi faire développer la ville. Et puis ensuite, on va avoir un impact culturel qui va s'installer. On va avoir la construction de théâtres, on va avoir beaucoup d'établissements culturels qui vont prendre forme, qui vont naître, si je puis dire. Londres, ensuite, va se faire une place et on va, à partir de la fin de cette époque des Tudors, passer à partir donc de 1603 dans l'époque des Stuarts. L'époque des Stuarts s'étend de 1603 à 1714. Donc pareil, on a quand même une période qui se poursuit. Pendant cette époque-là, on va avoir quand même un événement majeur que tout le monde connaît, ou en tout cas tout le monde a déjà entendu parler, c'est l'épidémie de peste. Donc cette épidémie de peste se passe en 1665, pendant un an on va dire, pendant 1665-1666, épidémie de peste à Londres, donc cette horrible tragédie va donner la mort à 75 000 personnes dans les chiffres officiels. Néanmoins, on peut se dire que il y a probablement eu jusqu'à 100 000 morts, ce qui représentait quand même à l'époque 20% de la population. Donc imaginez-vous, c'est vraiment
c'est une vraie catastrophe qui s'est passée à cette époque. Donc, comme je vous le disais, on a ensuite... Alors, cette épidémie de peste dure de 1665 à 1666. 1666, parce que, évidemment, comme si c'était pas assez pour eux, ils vont subir le grand incendie de Londres. Alors Londres, il faut savoir qu'à cette époque, n'était absolument pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y avait énormément de constructions, l'architecture, les maisons, tout ça était très proches les unes des autres. Et puis, c'est surtout le gros problème, était en bois. C'était tout en bois. Les rues étaient pavées. Les conditions sanitaires n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui, évidemment. Mais le vrai problème, finalement, c'était toutes ces maisons accolées les unes aux autres en bois ont fait... malheureusement, tragiquement, connaître le grand incendie de Londres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de cet incendie? Puisque, pareil, encore une fois, souvent, on entend parler du grand incendie de Londres, mais finalement, d'où il part? Alors, tout bêtement, comme beaucoup, souvent, tout bêtement, il part d'une boulangerie. En fait, il part d'une boulangerie qui se trouvait... à Pudding Lane, une boulangerie de Pudding Lane, et début septembre 1666, une première étincelle qui a été contenue par le boulanger en place. Pensant que le problème était réglé, il est parti dormir, et au milieu de la nuit, malheureusement, le feu a repris, et quand il s'est levé, tout était absolument en flammes. Donc tout est parti d'une boulangerie. Voilà, donc une boulangerie, une étincelle, un feu, le mélange des infrastructures en bois, comme je vous le disais, un vent fort, et ça a été la catastrophe pour Londres à cette époque. Donc, il a fallu ensuite reconstruire. Il y a eu malheureusement plusieurs milliers de blessés, plus de 300 morts lors de ce tragique incendie à Londres. C'est un événement qui est gravé dans l'histoire, et puis surtout qui arrive à la fin d'une épidémie. Alors ils ont vraiment subi une période très compliquée, puisque cette épidémie de peste a fait beaucoup de morts. À peine l'épidémie se calmait, on enchaîne avec un incendie. Donc Londres a vraiment eu son lot de catastrophes à cette période. On a finalement aussi, à la fin de après cet incendie, tout ça sur fond de drame, puisqu'on a eu un homme qui a été accusé à tort d'être responsable du grand incendie. On a vraiment... Alors, cet homme a été accusé à tort, finalement déclaré innocent de par ses inaptitudes. Néanmoins, tout ça sur fond de quelque chose de pas très chouette, puisque c'était, on va dire le boulanger du Parlement à l'époque, on va dire, qui a été accusé. Donc, ça ne faisait pas forcément très bien vu par tout le monde. Alors, Londres, comme je vous le disais, qui est aujourd'hui la plus grande ville d'Angleterre, la plus grande ville aussi du Royaume-Uni, a dû se reconstruire suite à cette épidémie, suite à cet incendie, et se reconstruire. Quelle est la stratégie? Quel est le positionnement? Qu'ont-ils voulu finalement faire de cette nouvelle ville? On va le voir juste après la petite pause musicale, et je vous propose d'écouter So What de Pink. À tout de suite. Radio Grand Lac. Votre radio. Carnet de voyage, le monde à portée de voix avec Jessica sur Radio Grand Lac. Alors on en était au grand incendie de Londres. Malheureusement, en 1666, il a démarré... bonjour JP. Il a démarré cet incendie, malheureusement, lors d'une nuit de début septembre 1666. Et l'origine, comme je vous le disais, est une boulangerie, le boulanger du roi, qui découvre stupéfait du brasier finalement qui va les frapper. Alors Pudding Lane, à l'époque, donc là où il y a la boulangerie, qui va déclencher cet énorme incendie qui s'étend, on va dire, jusqu'au sud. Alors heureusement, elle n'a pas franchi la Tamise. Néanmoins, estimation de la catastrophe, en dehors malheureusement des pertes humaines, des gens qui ont péri dans ce grand incendie de Londres,
13 200 maisons, 87 églises paroissiales, le Royal Exchange, le Guildhall et la cathédrale Saint-Paul, qui avaient été, elles, construites au Moyen-Âge, ont été complètement détruits. Les coûts furent complètement faramineux et surtout pour l'époque, qui avait été estimé à 10 millions de livres sterling. Je n'ai pas fait erreur, là, l'équivalent en euros, je le ferai lors de la prochaine coupure. Néanmoins, une somme astronomique pour cette destruction à cause de l'incendie. Alors, dans tout drame, même si parfois on le voit pas tout de suite, néanmoins, le positif va faire en sorte que Londres a dû se relever, Londres a dû se reconstruire, et ils vont tirer leçon de ces, on va dire, de ces constructions qui, à l'époque, n'étaient pas du tout faites dans le but d'éviter cela. On n'avait absolument pas du tout la même conscience du danger. Les incendies étaient assez fréquents, mais très rapidement maîtrisés. On a énormément, comme je vous le disais, des maisons qui étaient en pont, on va dire, au niveau des rues, qui étaient tout accolées, faites avec de la chaux, donc des matériaux forcément qui vont conduire ce feu et qui vont amener à la catastrophe qu'on connaît. Donc ces leçons ont été tirées. Néanmoins, à la suite, il a fallu quand même recréer des bâtiments provisoires qui étaient mal équipés. Les maladies se sont repropagées. On a à nouveau une épidémie de choléra en 1854, c'est bien après, mais on en reparlera juste après. Donc cet incendie va faire en sorte que Londres va se reconstruire plus forte. Alors on va évidemment réfléchir, on va se dire c'est le moment de refaire un nouveau départ. Donc on a le Sir Christopher Wren qui a planifié cette nouvelle ville et qui a reconstruit, qui a pris les rênes, on va dire, la reconstruction de Londres, qui a donc pris, on va dire, plus de 30 ans, qui n'était encore pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on va améliorer les bâtiments, on va améliorer, on va faire en sorte que ces drames ne se reproduisent pas. Et puis, si vous allez évidemment en week-end, parce que on est à côté, on parlera tourisme juste après, mais si vous allez visiter Londres, sachez qu'il y a un monument qui existe sur le site où le premier incendie s'est déclaré. Il y a un site, un monument, de 61 mètres de haut et qui a été construit pendant 6 ans, de 1671 à 1677. Un monument riche d'histoire et riche en émotions. Donc c'est peut-être dans la liste des choses à voir si vous vous rendez de l'autre côté de la Manche. Alors, peu de temps après cet incendie, on a des hommes d'affaires astucieux qui ont vu cette opportunité et qui ont vendu aussi des assurances pour réduire les risques de pertes financières. On va commencer à rentrer dans le monde un peu de la finance. Alors, pas encore une fois tel qu'on le connaît aujourd'hui. Néanmoins, des choses vont se mettre en place puisque, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de pompiers, tout simplement. Donc peut-être on s'est dit on va peut-être employer des gens pour parer à certains problèmes, éteindre des incendies si besoin, et donc on a créé les premières brigades de pompiers à Londres. Ensuite, alors on pourrait parler, parce qu'encore une fois il y a énormément de choses à dire sur cette première brigade de pompiers, mais le temps nous manquera, donc on va plutôt passer à l'aspect culturel, si je puis dire, on va dire tourisme de Londres. Alors Londres, notamment, Londres, on va parler vraiment de Londres. Comment décrire Londres telle qu'on la connaît aujourd'hui, maintenant qu'on a retracé son histoire et ses événements majeurs, dramatiques, mais majeurs et donc à connaître. Alors Londres, elle se situe à l'extrémité nord-ouest de la mégalopole. Elle constitue vraiment un pôle, on va dire un endroit très stratégique économiquement. On va avoir vraiment
énormément de sociétés qui sont basées à Londres. C'est un haut lieu de la finance comme on le connaît. Et puis, c'est un haut lieu touristique. Alors nous, on n'est pas très loin. Justement, on a la chance de vraiment être à côté. Donc, déjà, premièrement, comment on peut se rendre à Londres? Alors, Londres, on peut y aller par deux moyens. Soit le train sous la Manche, l'Eurostar, je crois que ça s'appelle encore comme ça, l'Eurostar, et puis l'avion. Alors, tout simplement, on a des aéroports autour de chez nous qui desservent Londres, qui dessert. Alors le plus connu est Londres Gatwick, mais on peut aussi se rendre alors plus haut sur Manchester, Birmingham, etc. Mais sur Bristol, pardon. Néanmoins, on peut le plus simple est d'atterrir à Londres Gatwick. Vous avez des correspondances au départ de Lyon, au départ de Genève, et puis surtout notre aéroport local Chambéry. Donc il y a des choses immanquables à Londres, des activités, comme on dit, populaires, des architectes, des monuments qui sont, on va dire, absolument, immanquables. Vraiment, ça fait partie des immanquables de Londres. Alors, lesquels sont? Alors, évidemment, vous allez avoir Buckingham Palace. Si vous allez à Londres sans visiter Buckingham Palace, là, c'est foutu. Vous pourrez plus jamais retourner à Londres comme un touriste digne de ce nom. Alors le palais de Buckingham, évidemment, on a la tour de Londres qui est à visiter, pardon. Tower Bridge, évidemment, tout le monde voit quel est ce pont incroyable qui avait été à l'époque, petit clin d'œil historique, créé en bois par les Romains. Aujourd'hui, heureusement, il est plus en bois. Tower Bridge, qui surplombe la Tamise, évidemment, l'estuaire bien connu de Londres. Et puis, depuis Londres aussi, donc, vous avez donc la Tamise. Et puis, alors, dans les monuments pas architecturaux, mais à faire aussi, vous avez le Grand London Eye. Donc ça, c'est cette grande roue, immense, dans laquelle vous pouvez monter. Et puis, qui va vous offrir une vue, une perspective sur tout Londres qui est juste incroyable. On revient sur la partie architecture des monuments à visiter. Vous avez donc l'abbaye de Westminster. Vous avez Big Ben. Évidemment, comment ne pas aller à Londres sans aller voir Big Ben? Tout le monde connaît. On a énormément de clins d'œil dans des films, dans des dessins animés à Big Ben. Donc vous savez, Big Ben, c'est cette énorme horloge. On verra après, pourquoi pas, plus de détails sur chacun des monuments si le temps nous le permet. On a la cathédrale Saint-Paul de Londres aussi qui est à visiter. Tous ces monuments, tous ces bâtiments sont riches en histoire et si vous voulez faire le tour de tout, prévoyez quand même une semaine sur place pour prendre le temps sans être dans une course contre la montre parce que alors il y a les transports en commun, on va voir juste après aussi, mais entre les transports, le monde, les temps d'attente, les temps de visite, et puis sans dire de faire un marathon qui va vous épuiser, prenez le temps vraiment de tout voir, de vous faire un petit programme et donc bien entendu de prendre des notes. Je vous retrouve juste après l'écran pub sur Radio Grand Lac, à tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Carnet de voyage, le monde à portée de voix avec Jessica sur Radio Grand Lac. Alors on parlait des événements, enfin des monuments plutôt à visiter à Londres, puisqu'aujourd'hui on voyage de l'autre côté de la Manche et on est à Londres, la capitale donc de l'Angleterre. Je vous parlais de certains monuments, de certains endroits, lieux phares à visiter. On est sur la partie tourisme. Je voudrais quand même m'attarder quelques minutes sur le palais de Buckingham, puisque quand même c'est un des symboles vraiment de l'Angleterre. Tout le monde se dit « Ok, on va aller à Londres, palais de Buckingham ». Je vous disais, si vous n'allez pas visiter le palais de Buckingham en allant à Londres, c'est quand même une erreur monumentale. Alors le palais de Buckingham, on fait un petit clin d'œil historique. Donc on sait que donc actuellement c'est la résidence officielle des souverains britanniques. Il est situé, pour vous diriger sur votre petite liste des monuments à visiter, il est situé donc dans la cité de Westminster à Londres. Le palais, donc c'est un endroit où le peuple britannique va se retrouver quand il y aura des événements, quand il y aura des lieux, on va dire,
de joie, des lieux aussi de peine. C'est vraiment l'endroit où se retrouvent, qui rassemble les Londoniens, les Anglais et notamment, on va dire le peuple, de façon plus globale, le peuple britannique. Le palais de Buckingham a été construit pour le duc de Buckingham, John Sheffield, en 1703. Il est vraiment, à cette époque, le lieu de résidence de la monarchie britannique. Et puis, au cours du XIVe siècle, il est agrandi pour le roi George IV et il est agrandi par John Nash. Donc, on va dire que ce palais royal, cette résidence d'État, est aujourd'hui principalement un lieu de réception pour les chefs d'État d'autres pays, pour vraiment, on va dire, recevoir. C'est un lieu de réception. Ce n'est absolument pas là où vivent les souverains aujourd'hui. Néanmoins, il reste quand même un des lieux phares, un des lieux à visiter. On a notamment la relève de la garde pour encore une fois, dans tout ce qui est le plus connu. On voit souvent des vidéos. C'est un moment à ne pas rater. C'est un moment incroyable et surtout à ne pas rater avec ces gardes qui gardent leur stoïcisme, si je puis dire, pour leur moment de relève et qui sont bien souvent embêtés gentiment par les touristes qui viennent essayer de les titiller pour qu'ils réagissent. Ils ne réagissent absolument pas. Voilà, ça peut faire sourire certains. Je trouve, pour moi, si je peux donner mon avis, je trouve ces comportements un peu ridicules. Néanmoins, ils sont connus pour cela, c'est-à-dire d'être absolument stoïques et ne pas réagir au final aux sollicitations des touristes. Alors, vous pouvez évidemment visiter Buckingham Palace. Vous avez deux types de visites possibles. Vous avez une visite qui permet de voir les appartements d'État et l'autre qui vous permet aussi de visiter les écuries royales et la galerie du roi. Alors évidemment, la garde de Buckingham Palace qui se fait souvent, ce sont des cavaliers qui sont postés aux entrées et puis vous avez la garde à pied. Voilà, les deux sont vraiment incroyables et comme je vous le disais, la fameuse relève de la garde à laquelle il est possible d'assister est possible tout au long de l'année. Buckingham Palace, c'est vraiment à voir puisque c'est aussi l'un des rares palais royaux encore en activité dans le monde. Donc c'est pas rien. On a la chance d'être à côté. Vraiment, c'est une visite à ne pas manquer. Alors pareil, dans les visites à pas manquer, on a, comme je vous le disais, le billet d'entrée pour le London Eye, cette grande roue incroyable qui vous permet d'avoir une vue spectaculaire sur tout Londres. On a, pourquoi pas aussi, la possibilité, parce que j'en ai peu parlé dans cette émission et pourtant elle est absolument incroyable, la Tamise. La Tamise, évidemment, on peut faire comme si on était sur Paris, sur la Seine, on peut s'offrir une croisière sur la Tamise et c'est une croisière qui peut durer toute la journée. Alors il y a différents, il me semble, stops, il y a différents parcours que vous pouvez choisir. Néanmoins, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez faire par rapport au temps, par rapport le temps par rapport à la durée, pas la météo. On n'a pas trop parlé de météo en Angleterre. Est-ce vraiment nécessaire d'en parler? C'était un petit clin d'œil assez drôle. Néanmoins, voilà, la croisière sur la Tamise est vraiment aussi, pour moi, quelque chose à ne pas louper. Alors, on parlait, je voulais aussi revenir quand même sur Big Ben, parce que Big Ben, c'est quand même aussi un monument phare de Londres. Big Ben, comme vous le savez, c'est un monument phare, c'est un monument connu, c'est la tour horloge. On peut dire que c'est la tour horloge du palais de Westminster. Donc, on sait un symbole de la ville, évidemment. Il fait face à la Tamise. Il mesure 96 mètres de haut. Alors, il est petit à côté de notre tour Eiffel. Néanmoins, une horloge, Clock Tower, c'est son nom officiel. La tour de l'horloge, vraiment, c'est un symbole qui a été
alors il a été aussi dévasté sur l'incendie, mais on peut pas trop s'attarder là-dessus. En tout cas, la tour mesure 96 mètres de haut et surplombe la Tamise. Vous avez énormément de gens qui prennent le temps de se prendre en photo devant. Alors, pareil, prendre en photo London Eye, n'oubliez pas, palais de Buckingham, le London Eye, depuis lequel vous avez une vue incroyable sur tout Londres, Big Ben, vous avez la cathédrale Saint-Paul de Londres, et puis vous avez évidemment tout ce qui est culturel. Alors, on fait un petit clin d'œil puisqu'il y a les studios, les fameux studios Harry Potter à visiter. Si vous allez avec des enfants, des ados, ou même pas d'ailleurs, on peut aussi soi-même être un enfant et un ado. On peut aller visiter et là c'est une immersion totale dans les studios Harry Potter. Donc c'est pareil, c'est quelque chose à vivre qui est incroyable. On peut aussi aller visiter parmi les plus connus le musée de notre fameuse Madame Tussaud. Et oui, notre musée de Madame Tussaud, c'est le fameux équivalent du musée Grévin à Paris. Vous avez tous les personnages faits en cire avec des ressemblances absolument incroyables. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je n'y suis pas allée. Je vais noter ça dans les prochains projets, puisque évidemment, c'est un des immanquables à Londres. Alors, pareil, à Londres, vous avez des spécialités culinaires. Alors, on va pas se mentir, ils sont pas les plus connus pour leur exceptionnelle gastronomie. Néanmoins, il y a des choses un peu phares à ne pas louper. Vous avez le fameux fish and chips, le number one, des plats anglais, des plats qu'on peut retrouver à Londres. C'est le fish and chips. Alors, ça fait peut-être un petit peu cliché, mais en tout cas, c'est un des incontournables. Alors, on a aussi du pudding au steak, du pudding au steak, de la tarte à la viande. On va dire, c'est un peu identique, mais pourquoi pas tester les deux. Il doit y avoir des variantes entre les deux. Donc le fish and chips, on a aussi le rôti du dimanche. C'est donc vraiment une tradition, on peut dire ça, c'est une tradition culinaire en Grande-Bretagne. Et alors souvent c'est 3 types de viande, c'est du poulet, du bœuf, du rôti, des pommes de terre, des légumes et une sauce bien épaisse à l'anglaise. Un pudding au steak, on a vu, et puis on a évidemment comment ne pas parler dans les traditions culinaires si je puis dire, mais le fameux tea time, c'est vraiment une tradition. On pourrait croire que c'est juste le thé, c'est juste on prend un thé, mais absolument pas. C'est un des vrais événements, le tea time at 5, et on a de ce fait énormément de salons de thé à Londres pour cette vraie tradition. Alors, j'en profite pour dire, je fais un petit clin d'œil d'éco-architecture, évidemment, mais vous allez retrouver énormément de salons de thé de style victorien à Londres. Et alors, si vous êtes vraiment fan de cette déco, ça vous garantit un vrai moment de détente. Regardez partout, du sol au plafond, vous allez en prendre plein les mirettes, puisque le style victorien est très élégant, très chargé, mais très élégant. C'est, pour vous donner une idée, tout ce qui est assez sombre, assez fleuri, plus c'est rococo et plus on aime. En tout cas, voilà, si vous êtes comme moi fan du style victorien, vous allez vraiment vous faire plaisir. Donc, comme je vous le disais, le tea time à 17h, c'est vraiment un moment. C'est un rituel, c'est vraiment un rituel, et notamment le dimanche, évidemment, où tout le monde prend le temps de vivre et de vaquer à ses occupations. Alors, il y a encore tellement de choses à dire, on n'a pas vraiment parlé. Alors, évidemment, la langue, je vais pas est-ce vraiment nécessaire d'en parler? La langue officielle est l'anglais, évidemment. Et puis, on a aussi, au final, pas mal de Français qui sont expatriés sur Londres, malgré le Brexit qui a eu lieu en 2021. On n'a pas assez de temps, il y a trop de choses à dire. Pourquoi pas refaire un petit clin d'œil sur le Royaume-Uni dans la globalité, pas axé vraiment sur Londres, mais faire un petit focus sur les 4 capitales qui font partie des 4 nations du Royaume-Uni. Il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end. J'espère que cette nouvelle émission de Carnet de voyage vous aura appris des choses, ou vous aura
rappeler certaines choses. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.